plein Pacifique Sud, à 3800 km du Chili, 4000 km de Tahiti, un minuscule triangle de terre volcanique, c'est l'île la plus isolée du monde, la plus mystérieuse, la plus fascinante. C'est l'île de Pâques. L'île de Pâques que ses habitants ont appelée successivement Tepito Tehenua, le nombril du monde, Mataki Terani, des yeux regardent le ciel, et qu'ils nomment aujourd'hui Rapa Nui, la grande rame, en mémoire des fabuleux navigateurs qui la découvrirent autrefois. Surgie de l'océan il y a environ 2 millions d'années, une série de volcans allait devenir cet îlot triangulaire de 24, 18 et 16 km, soit 118 km² plus petit que la Camargue. Après les premiers oiseaux de mer, les premiers crabes et les premières plantes, dont les graines furent portées en ces lieux par les vents, l'homme, un jour, est arrivé. L'origine de cette population est restée longtemps une énigme. Elle est maintenant connue. Une étude faite en 1978 du sang des habitants actuels a permis d'arriver à la certitude suivante. Il y a plusieurs siècles, des navigateurs prodigieux venus du sud-est asiatique ont traversé d'ouest en est tout le Pacifique Sud. Les dessins que vous verrez dans ce film sont de Pierre Loti. Les civilisés qui abordèrent plus tard ces rivages ont vanté le charme de ces bons sauvages, de ces naturels, de ces primitifs, comme on les appelait autrefois, et celui de ces filles accueillantes qui faisaient la joie des marins. Cela ne les a pas empêchés de faire de cette île la proie des vendeurs d'esclaves, le port d'élection des trafiquants de chair humaine et le lieu de massacre qui allèrent parfois jusqu'au génocide. Mais les Pasquans, comme leurs ancêtres polynésiens, ne connaissent pas la rancune et aujourd'hui les sourires ont effacé les larmes. Nous sommes ici dans le seul village de l'île, Hangaroa. 2400 habitants, Pasquans en majorité, avec un tiers de Chiliens et aussi 2 Espagnols, 2 Allemands, un Américain et 3 Français. L'île de Pâques ne comporte ni source ni rivière. Ses habitants récupèrent l'eau de pluie sur le toit des maisons et dans un volcan, le Rano Kao, se trouve une importante réserve d'eau douce. Ici, on vit de la pêche, de l'élevage et depuis quelques années du tourisme. Pendant 123 jours, avec l'équipe de Caméra au Point, complétée par Henri Garcia et 3 Pasquans, nous avons parcouru cette île étrange, cette terre des statues de pierre, dont nous connaissons maintenant certains secrets. Entendons-nous bien, nous n'avons rien découvert par nos propres moyens, mais nous avons eu la chance de nous trouver sur cette île en même temps que des archéologues dont les recherches, financées par l'UNESCO, ont éclairé d'un jour nouveau les fameux mystères de l'île de Pâques. Parmi ces mystères, une obsédante question, d'où viennent les statues? Sont-elles l'œuvre d'un peuple de géants, comme on l'a dit parfois, de sectes secrètes venues se rassembler ici, ou d'extraterrestres, comme certains l'ont affirmé récemment à la télévision? Pour être plus simple, la vérité n'en est pas moins fascinante. Les colosses de lave ont été sculptés par des hommes, les habitants de l'île, sur les flancs du volcan que voici, le Rano Raraku. 320 mètres de hauteur, 670 mètres de diamètre, c'est le plus grand atelier de sculpture du monde.
La situation géographique du Rano Raraku est importante. Ce volcan éteint se trouve à l'est de Rapa Nui. Nous reparlerons au cours du film de tous les points portés sur ce schéma de l'île. Avec l'équipe, nous avons vécu 14 jours et 14 nuits au milieu de cette gigantesque frénésie créatrice et nous avons essayé de comprendre. Les géants, en effet, les Moai, comme on les appelle dans l'île, posent 3 problèmes. Comment ont-ils été taillés? Comment les a-t-on transportés et dressés sur les temples? Et enfin, pourquoi? Pourquoi? Quel message profond, ésotérique, religieux veulent-ils peut-être nous transmettre? Et c'est au pied de ce volcan, parmi ces colosses impassibles, que l'on ressent au mieux le sortilège de l'île de Pâques, l'emprise de ces statues dont l'ethnologue Alfred Métro écrivait en 1935, je cite, « Devant elles, chaque fois comme au premier jour, j'ai ressenti le même saisissement, le même malaise et la même fascination. » Les études archéologiques faites par le docteur Charlie Love de l'université de Rock Spring dans le Wyoming permettent de tenir pour certain que les premières statues ont été taillées dans la seconde moitié du XIVe siècle et les dernières il y a 200 ans environ. Ces découvertes mettent fin aux hypothèses selon lesquelles les Moai seraient les vestiges d'une civilisation, voire d'un continent, aujourd'hui disparu. Cela dit, la science n'explique pas tout. Et sur les pentes herbeuses du cratère, en effet, on trouve des sculptures inachevées, à tous les stades d'exécution, comme si les tailleurs de pierre, abandonnant subitement leurs tâches, étaient partis pour un étrange voyage dont ils ne seraient jamais revenus. Où sont-ils allés? Pourquoi ce départ subit? Sont-ils partis pour s'entretuer, résister à un envahisseur, tenter d'échapper à une épidémie mortelle ou bien un séisme catastrophique? Nul ne saurait le dire. Nous le voyons, il n'est pas besoin de faire appel aux Martiens. Sur le plan humain, le mystère de l'île de Pâques reste entier. Ici, les chiffres sont troublants. Il y a dans toute l'île 956 colosses de pierre. Et on ne les a pas encore tous mis à jour. Rien qu'au Rano Raraku, 289 statues, dont 87 ébauchées, des statues qui pèsent, écoutez bien, entre 16 et 80 tonnes. Le plus grand géant transporté, le Teko Kana, car ils ont tous des noms, dépasse les 82 tonnes. Alors, avant toute autre question, on peut se demander comment les anciens Pasquans qui vivaient en tribus, en clans, en villages, ont-ils pu tailler leurs idoles à même le cratère? Il faut savoir qu'il existe dans les volcans des cailloux très durs, en basalte, que l'on appelle à Pâques des toki. Ce sont de véritables coups de poing permettant de sculpter la roche beaucoup plus tendre, plus légère et friable, dont sont faites les statues. Et l'on se prend à imaginer cette population transportée d'enthousiasme par la création collective, faisant résonner la montagne d'innombrables martèlements pour extirper de cette falaise colossale, avec pour seuls outils ces toki, des œuvres qui allaient faire rêver l'humanité entière.
Royaume du gigantesque, royaume de l'ensorcellement, royaume des rapaces aussi. Depuis la crête du volcan, nous suivons maintenant les caméras vers la bouche intérieure ouverte sous le ciel. Un paysage lunaire, comme à l'aube de la création. Et là, tout en bas, planté en arc de cercle, comme pour mieux garder la carrière, 18 témoins. 18 témoins imposants et muets du passé de l'île du silence. Un silence troublé par les rafales du vent et le chant des grillons. On a beaucoup épilogué au sujet des longues oreilles de ces statues. Il n'y a pourtant pas de quoi en conclure que ces sculptures représentaient des hommes venus d'autres planètes. Vous allez voir un dessin fait par Lapérouse en 1850. Il représente un chef de tribu, un Ariki. Regardez ses oreilles. La déformation du lobe de l'oreille se retrouve aujourd'hui dans bien des pays. Au Kenya, par exemple, les Maasai pratiquent encore de nos jours ces mutilations volontaires, pour mieux séduire, paraît-il, ou plus exactement, pour mieux témoigner de leur puissance de séduction. Le diamètre du lobe de l'oreille est en effet proportionnel au nombre d'épouses de chacun. Il est fort probable que les longues oreilles des Moaïs sont moins énigmatiques qu'on a voulu l'affirmer. Et nous notons aussi que ces statues n'ont ni bras ni jambes. Et vous allez voir maintenant une œuvre très différente des autres, une femme à genoux découverte il y a 24 ans par le Norvégien Thor Heyerdahl, qui affirmait que cette statue venait du Pérou. Récemment pourtant, l'archéologue chilien Claudio Cristino a mis à jour une seconde statue du même style, mais qui était encore accrochée à la lave dans laquelle on l'avait sculptée, la lave de l'île de Pâques. Les Pasquans ont très bien pu avoir envie, eux aussi, d'immortaliser la femme dans cette superbe attitude. Les anciennes Pasquanes, en effet, comme les péruviennes, adoptaient cette position à genoux pour accoucher. Tous les Moaïs n'étaient peut-être pas destinés à être déplacés. Ainsi, le plus grand d'entre eux, que l'on appelle le patriarche, semble bien avoir été fabriqué pour rester allongé sur le dos comme un gisant de cathédrale. Nous avons passé 5 journées et 5 nuits près de ce colosse immobile. Nous l'avons mesuré sous toutes les coutures, en l'arpentant comme des Lilliputiens. Longueur du nez, 3,40 mètres. Longueur totale, 22,60 mètres. Et l'on peut estimer que son poids dépasse les 200 tonnes. Près des statues, nous sommes toujours pieds nus. Il y a 2 raisons à cela. D'abord, il n'y a aucun insecte, aucun animal, aucun reptile dangereux dans cette île, même pas les grillons. Et ensuite et surtout, nous ne voulions pas risquer d'abîmer ces œuvres. Ce patriarche, je ne sais pas si vous le voyez parfaitement, il est ici en diagonale de l'écran. Notre petit garçon Édouard est sur la lèvre supérieure. Et Olivier, qui est beaucoup plus prudent, car il y a des tranchées profondes de chaque côté de la statue, et sur le front du patriarche, tout en haut. « 200 tonnes, 22 mètres de haut. 22 mètres, c'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 7 étages. C'est aussi celle de l'obélisque, place de la Concorde, à Paris. On a calculé qu'il avait fallu environ 4 mois à plus de 60 personnes pour sculpter un tel monolithe. Sur cette île, 45 temples, que l'on appelle des ahus, dont certains portaient jusqu'à 16 statues. Il existe donc plus de 900 colosses fascinants et secrets devant lesquels, perplexe, on se demande « Mais pourquoi? Pourquoi cette ardeur créatrice ?» Est-ce l'œuvre d'un peuple fou d'orgueil ou l'expression d'une ferveur mystique?
Est-ce pour tromper l'ennui que dans leur isolement tragique, les Pasquans ont doté le nombril du monde de cette population de pierres figées qui nous fascine? Mais faut-il toujours trouver une raison à l'art? Ne vaut-il pas mieux l'admettre comme une sublimation de l'être humain, exprimée ici à travers une œuvre collective titanesque qui léguait l'âme d'un peuple à la postérité? La question reste posée. Personnellement, je pense qu'une partie de ces mystères ne sera jamais élucidée, et je pense que c'est très bien ainsi. Nous allons maintenant rejoindre au centre de l'île les 7 Moai, le temple des 7 Moai. C'est au docteur William Mulloy et à son adjoint Gonzalo Figueroa que nous devons la remise en état, la restauration de l'une des œuvres les plus émouvantes de notre planète, Lahu Akivi, les 7 Moai, que voici. Ces 7 statues de 5,80 m de haut sont les seules à regarder la mer. Toutes les autres, en effet, tournent le dos à l'océan. Et curieusement, les galets qui entourent ces Moai sont des galets bretons. Ils formaient le lest d'un voilier français qui est venu se briser jadis sur les rochers de l'île de Pâques. Le bateau s'est ouvert et son lest, fait de pierres de Bretagne, s'est répandu sur les côtes de l'île du Silence. Lahu Akivi exerce un étrange envoûtement sur tous ceux qui le contemplent. Avec notre équipe, ma femme et nos petits garçons, après une longue journée de travail, sans micro ni caméra, nous avons souvent médité près de ces statues, interrogeant en silence ces vigies impassibles qui ont défié le temps et scrutent l'horizon, comme si elles détenaient quelque part une vérité écrasante et inéluctable, une vérité qui nous échappe. Comme le dit le proverbe provençal, quand les yeux voient ce qu'ils n'ont jamais vu, les cœurs pensent ce qu'ils n'ont jamais pensé. Dans le grand livre du passé de l'île de Pâques, des pages sont arrachées. Les plus dramatiques sans doute. Déferlant sur la terre des géants comme ces rouleaux sur la côte, un drame inexplicable allait un jour anéantir des années de création, laissant les archéologues dans le mystère le plus total. En 1722, Roggeveen, le découvreur de l'île, admire les colosses de pierre debout. Plus tard, Cook et la Pérouse témoignent aussi de la splendeur des statues dressées vers le ciel. Or, en 1866, il y a donc plus de 116 ans, les premiers missionnaires ne trouvent plus aucune statue debout. Tous les géants gisent à même le sol, les uns reposent, face contre terre, les autres regardent les étoiles. Que s'est-il passé? On indique que le peuple en colère ayant été décimé par une épidémie a voulu se venger de ses dieux. On a dit, et c'est plus probable, que les différents clans se livrant bataille ont mutuellement détruit leurs moaïs et leurs temples. Il reste les empases de ces autels du sacrifice sur lesquels des centaines d'êtres humains ont été immolés.
Et parfois, les squelettes des victimes ont été pieusement conservés sous les pierres. Ignorant tout de ces rituels barbares, nos petits garçons découvrent sans réelle frayeur les choses de la vie et de la mort, celles qui marquent toutes les aventures humaines. Précisons que tous les objets, ossements et autres découvertes que nous avons pu mettre à jour au cours de cette expédition ont tous été remis en place sans que nous en parlions à personne. J'estime en effet que ces pièces d'histoire, funéraires, archéologiques, appartiennent, avant les collectionneurs, à nos amis pasquans. À l'arrivée des premiers Européens, il n'y avait plus aucun arbre, même de petite taille, sur cette île. Alors, on a longtemps pensé que les anciens de Rapa Nui transportaient leurs statues à l'aide de bois flottés. Ces bois échouent en effet de temps en temps sur l'île, mais après tant de mois et parfois d'années dans l'océan, ils sont rongés par les tarais et demeurent parfaitement inutilisables. Mais alors, comment a-t-on pu déplacer les statues aussi lourdes sans aucun moyen mécanique? Car jusqu'ici, dans le sous-sol de Rapa Nui, on n'avait trouvé aucune trace d'arbre de taille suffisante pour assurer ce transport. Eh bien, le docteur Charlie Love a fait ici une découverte capitale. Après avoir effectué un relevé à l'échelle, pierre par pierre, statue par statue, de ce temple, de cet ahou, un travail de bénédictin qui lui a demandé près de 8 mois de patience et dont vous allez voir le résultat sur cette feuille de papier originale, Charlie Love s'est mis à creuser, exactement à l'endroit qu'il est en train d'indiquer. Et il a déterré un bloc de terre qui porte des traces de racines de cocotiers. Ce sont ces gorges que vous voyez ici. Il s'agit bien, d'après les spécialistes, de traces de racines d'un cocotier adulte qui devait mesurer au moins 7 mètres de hauteur. On peut donc envisager désormais qu'il y avait des arbres, et 2 grands arbres autrefois sur l'île de Pâques. Et quand on a des arbres, on peut tout transporter. Mais alors, qu'est-il advenu de tous ces arbres? La réponse est peut-être bien la plus simple. Ce sont les habitants, qui étaient entre 8 et 11 000, qui ont brûlé, coupé, abattu ces forêts, comme cela se fait hélas dans bien d'autres pays du monde. Il ne faudrait pas croire cependant que l'étrange Rapa Nui ne vaut que par ses monuments. L'île recèle en effet des paysages admirables, comme ici le volcan du Rano Kau. Nous avons passé 4 jours au fond. Nous avons campé dans ce dédale étonnant de trous d'eau, c'est de l'eau douce excellente. 4 jours entourés de roseaux où se joue la lumière. Une lumière qui aurait certainement inspiré un peintre comme Claude Monet. Sur la droite de cette image, la falaise d'Orongo, et en face, dans l'océan, se trouvent 3 îlots, des Motu. Le plus grand que nous avons abordé se nomme le Motu Nui. Ce n'est pas un endroit de tout repos, surtout lorsque l'on utilise sur ces escarpements un matériel fragile de cinéma, et c'est pourtant ici, jadis, que se jouait dangereusement le destin politique et social des Pasquans. Chaque année, en effet, des oiseaux gris, les sternes, viennent pondre sur ces îlots. Et autrefois, chaque chef de tribu déléguait au moment de la ponte un champion de natation pour qu'il aille sur le Motu et lui rapporte un œuf de sterne. Pas de risque, Henri. Le nageur qui rapportait le premier œuf de l'année à son maître en faisait le chef temporel et spirituel de Rapa Nui pour une année entière. Le nouveau seigneur prenait alors le titre envié de Tangata Manu, l'homme oiseau.
Et c'est ici que nous avons découvert, en plein à pic, un trou fait par l'homme, aboutissant à une grotte secrète. Une grotte qui recèle des peintures admirables du dieu Makemake. Regardez-les bien, car de même qu'à Lascaux, en France, rongées ici par l'air marin, ces peintures vont disparaître. Tout en haut de la falaise, donc, les Pasquins attendent. Ils sont plusieurs milliers, ils chantent et tous guettent le retour du champion, le Tangata Manu. Et d'innombrables artistes parmi eux sculptent, gravent et peignent les rochers d'Orongo. Et nous avons continué d'explorer cette région d'Orongo et nous avons découvert deux choses assez étonnantes. Et tout d'abord, ce trou énorme, rempli de paille et d'herbes sèches. Pendant des années, le vent a poussé vers cette crevasse des brins d'herbe desséchés par le soleil. J'ai fait 7 fois le tour du monde, je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu de semblable. Regardez. Toujours sur la falaise d'Orongo, nous allions faire, le surlendemain, une autre découverte étonnante. Il s'agit de sexes féminins gravés dans la pierre en hommage aux reines de beauté qu'on élisait pendant les fêtes de l'homme oiseau. Curieux concours en vérité. Pendant des mois avant le jour de l'élection, les matrones allongeaient les lèvres de la vulve des jeunes filles et ce jour-là, devant un jury d'experts, les candidates exhibaient sans pudeur leur charme. Les lèvres les plus longues étant considérées comme les plus belles, on désignait alors les gagnantes qui pouvaient espérer être choisies par le Tangata Manu. Ces rites, dont personne n'avait parlé, témoignent d'un certain culte de la femme qui symbolisait la vie mais aussi le plaisir. Comme chez la plupart des Polynésiens, il a toujours existé à l'île de Pâques une grande et saine liberté sexuelle. Repartons donc à la poursuite des mystères de l'île de Pâques. Mystère d'abord que ces chapeaux de plus de 2 tonnes qui ornent la tête de certaines statues mystère encore que ces traces laissées par des hommes cette pierre étrange ou cet autre sphérique nommé Tepito, la pierre magique, dont certains Pasquins ont encore très peur aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans la zone nord-ouest de l'île, peu connue car elle n'est accessible qu'à pied ou à cheval.
Et là, nous découvrons partout des traces d'habitation. Des restes de villages souvent importants dont les habitants s'abritaient dans les maisons-bateaux. Cette maquette donne une idée de ces huttes qui hébergeaient plusieurs familles à la fois, parfois jusqu'à 40 personnes. De récentes photographies aériennes ont permis de repérer de nombreuses maisons de ce genre et d'évaluer ainsi la population ancienne de l'île, groupée en tribus, à au moins 11 000 habitants. Jusqu'à cette découverte, on estimait logiquement qu'un peuple de 2400 âmes ne pouvait pas seul avoir érigé un tel nombre de statues géantes. 11 000 personnes en revanche, même si un tiers d'entre elles travaillaient aux statues, ont très bien pu venir à bout de cette gigantesque entreprise. Ce matin-là, une fois de plus, nous sommes allés nous suspendre au-dessus du vide pour retrouver d'autres témoignages du passé. Ces témoignages, les voici. Il y en a dans toutes les grottes de l'île. Certains de ces crânes sont gravés de motifs représentant des poissons. Les crânes gravés sont toujours ceux des Ariki, les chefs de tribu. Et c'est grâce à ces ossements et au carbone 14 que l'on a pu dater avec précision l'histoire des anciens Pasquans. Les dates ont d'ailleurs été confirmées par l'étude des outils. Ces haches, qui jalonnent toute la route du Pacifique, ne se retrouvent nulle part ailleurs dans le monde. Elles sont taillées avec une face droite et une autre courbe, alors que toutes les autres haches anciennes, celles de chez nous, en Europe par exemple, ont leurs deux côtés à peu près identiques. Ces pointes de flèches sont en obsidienne. L'obsidienne, c'est une sorte de lave comparable à du verre fondu, une lave qui d'ailleurs coupe comme du verre. Et voici maintenant un objet rarissime, c'est un rongo-rongo. Sur cette tablette de bois, 582 signes gravés de gauche à droite, puis de droite à gauche. Personne n'a pu déchiffrer les textes écrits avec ces caractères. En effet, les initiés, ceux qui connaissaient leur signification, sont morts tragiquement, assassinés par les Péruviens. Cela se passait le 12 décembre 1862. Ce jour-là, 5 navires péruviens capturent 1620 habitants, parmi lesquels ceux qui détenaient le secret de l'écriture des tablettes sacrées. Et tous ces Pasquans réduits à l'esclavage vont mourir peu à peu sous les coups sur les îles à guano du Pérou, au milieu des cris hallucinants de millions d'oiseaux. Sur 1620 esclaves, 11 seulement, grâce à l'intervention de la France, rentreront à l'île du Silence. Aujourd'hui, il reste 19 tablettes dans les musées du monde. Ni les spécialistes des codes secrets, ni les savants, ni même les ordinateurs n'ont réussi à percer le mystère des tablettes rongo-rongo. Le sous-sol des terres volcaniques de l'île de Pâques est troué de toutes parts. On rencontre des grottes naturelles partout. Les anciens Pasquans s'y réfugiaient quand ils apercevaient une voile à l'horizon, car avant que les missionnaires n'arrivent, les gentils blancs civilisés qui débarquèrent à Pâques se comportèrent la plupart du temps comme des barbares, sinon comme des assassins. Un bateau large pour les habitants de l'île, cela signifiait le pillage, le viol des femmes et des petites filles qu'on achevait à coups de fusil, et les hommes humiliés, rossés, capturés enfin comme des bêtes pour devenir des esclaves. Aussi, dès qu'ils voyaient approcher un navire, les indigènes terrorisés couraient se cacher dans les grottes et ils y gravaient et peignaient des motifs qui sont parvenus jusqu'à nous. La plupart de ces peintures représentent des oiseaux, comme si ces hommes, vivant sur l'île la plus isolée du monde, avaient espéré qu'un jour,
ce symbole vivant leur apporterait la paix et la tranquillité. Ces oiseaux qui étaient très vraisemblablement des sternes. Les pétroglyphes, ici une frégate, résistent mieux que les peintures aux morsures du temps. Il y a des années où les frégates semblent avoir disparu, et puis un jour, leurs ailes noires réapparaissent au-dessus des géants de pierre. Pendant notre séjour, par 3 fois seulement en 4 mois, nous avons été survolés par des frégates. Nous évoquions tout à l'heure le mystère des chapeaux des statues. Les voici, ces cylindres de pierre, pesant jusqu'à 3 tonnes, on les appelle des pucaos. Ce sont les Pasquans qui les ont taillés à même la roche, avec la même technique que celle des statues géantes du volcan Rano Raraku. Ces cylindres étaient donc destinés à coiffer certaines statues. Mais comment les a-t-on placés sur la tête des géants? Bien, nous avons une proposition de réponse qui a le mérite d'être nouvelle et qui sait peut-être est-elle valable. En effet, voici dans le fond de l'image une rampe de pierre dont personne n'a parlé jusqu'ici. Vous voyez cette lente montée de cailloux noirs. Eh bien, imaginons des dizaines d'hommes faisant rouler à l'aide de troncs d'arbres ces énormes pucaos. Quand les chapeaux arrivaient au sommet de la rampe, on les faisait basculer sur la tête des colosses, on retirait ensuite toutes les petites pierres et voici le résultat. Il est certain que toutes ces statues ne portaient pas de chapeau. Par exemple, celle que nous voyons ici au premier plan et d'autres que nous allons voir dans le village d'Angaroa. Rappelons qu'ils ne sont plus 11 000, mais 2400 seulement à vivre dans ce village. Les Pasquans sont tous de nationalité chilienne et sont pour la plupart catholiques. Au niveau scolaire, tous les enfants sont scolarisés. À l'école, on apprend le pasquan et l'espagnol. Ahora, cuando yo llego en la mañana aquí y me he levantado muy temprano y llego tiritando aquí y hace mucho frío. Sur le plan sanitaire, là aussi de grands changements. Un bloc opératoire remarquablement bien équipé et des installations modernes pour les soins dentaires. Tout est gratuit pour les habitants nés sur l'île. La vie quotidienne des Pasquans a été bouleversée il y a quelques années par l'installation d'un groupe électrogène fournissant gratuitement de l'électricité à tous les habitants. Fascinés comme des papillons par la lumière, ils se sont tous précipités sur les magnétoscopes et les postes de télévision. À propos de modernisme, notons que les choses vont très vite et que nos pays dits civilisés n'envoient pas toujours des chefs-d'œuvre culturels dans ces régions lointaines. Le récent développement du tourisme a créé, pour employer une terminologie à la mode, de nouveaux emplois. De nombreux sculpteurs, en effet, réalisent d'excellentes copies des chefs-d'œuvre anciens. Ils travaillent d'après des photographies prises dans nos musées. Sur place, il ne reste plus rien d'authentique depuis près de 50 ans. Alors la tentation est grande de faire des faux et de les proposer pour vrais.
Songez qu'une seule de ces statues, s'il s'agissait d'une statue authentique, se vendrait aujourd'hui plus de 12 000 $. Sur cette île, le tourisme aurait pu être une catastrophe. Je peux vous en parler car j'ai fait partie des commissions d'études pour la protection de l'île de Pâques. Et c'est ainsi que nous avons établi toute une réglementation très sévère pour maintenir et protéger ce fantastique capital archéologique unique au monde. Il y a maintenant un parc national, du personnel pour s'en occuper et des gardes qui interdisent par exemple aux touristes de graver leurs initiales dans le ventre des moines. L'île de Pâques est aujourd'hui bien préservée. Autrefois, les Pasquans taillaient leurs statuettes dans l'arbre sacré de l'île, le Toromiro. Mais à force de fabriquer de fausses statuettes pour la joie des touristes, un jour ils ont coupé le dernier arbre, le dernier Toromiro. Or, il y a 24 ans, le Norvégien Thor Heyerdahl avait rapporté dans une boîte des graines de cet arbre unique au monde au Botanical Garden de Göteborg. Et un jour, un étudiant trouve la boîte sur une étagère. Certaines graines étaient mortes et les autres ont mis 16 années à germer. Et sachant que je me rendais à Rapa Nui, on m'a demandé de rapporter aux Pasquans un petit Toromiro fraîchement ressuscité en Suède. Et ce jour-là, pour notre second voyage, les Pasquans nous ont reçus avec un orchestre. Et ils chantaient, sans comprendre tous les mots, en français. Et le bonheur de ces hommes et de ces femmes qui se retrouvent était ce jour-là aussi émouvant que celui de notre ami Geraldo et de sa femme qui s'occupent de la survie de l'île de Pâques et qui étaient fous de joie à l'idée de recevoir ce Toromiro, ce petit arbre dans un carton et de pouvoir le planter dans la terre de ses ancêtres. Derrière cette frêle barrière de roseaux se trouve le véritable trésor de l'île de Pâques. C'est ici que Geraldo prépare, par ses plantations, le garde-manger de Rapa Nui. Car actuellement, l'île dépend entièrement des liaisons par bateau et avion avec le Chili et Tahiti. Qu'un conflit grave éclate dans le Pacifique Sud et en moins de 3 mois, les Pasquans complètement isolés mourront de faim. Aussi s'occupe-t-on désormais de replanter les forêts de cocotiers, les avocats, les ananas, les eucalyptus, les champs de légumes, et aussi de rationaliser l'élevage et de réglementer la pêche. Et la mise en terre de ce Toromiro, qui, si Dieu le veut et les hommes le souhaitent, deviendra grand et sera encore là dans 3 siècles, est en quelque sorte un symbole. Le symbole de la pérennité de cette île, où arrivèrent un jour sur des pirogues doubles des navigateurs dont les exploits n'ont à ce jour jamais été égalés. Nous allons maintenant rejoindre la baie d'Anakéna, au nord-est de l'île de Pâques. C'est en effet ici, à Anakéna, sur du sable fin, contrastant avec les récifs dangereux du reste de la côte, qu'ont débarqué, il y a 10 siècles environ,
le roi Hotumatua et sa suite. Il n'existe aucune preuve, aucune trace et aucun témoignage dans la tradition orale de cette île d'une présence humaine antérieure à celle du roi Hotumatua. Ils étaient partis des îles Marquises et des Gambiers en pirogue double, surchargés de plantes, d'animaux domestiques et de leurs familles. Ils étaient partis pleins d'espoir, mais tout de même, plus de 4000 kilomètres sur le Pacifique. Imaginons le nombre de pirogues qui ont dû faire naufrage et le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont dû périr dans cette fabuleuse aventure. Et c'est peut-être simplement pour remercier les dieux que les rescapés ont élevé vers le ciel, ici à Anakena, les premières statues. Des statues qu'un missionnaire méticuleux, mais peut-être un peu maladroit, le père Sébastien, a toutes numérotées à la peinture à l'huile, que Dieu lui pardonne. Des fouilles récentes ont permis de découvrir ces hommes étranges et même une tête de géant dans le mur de ce temple, cet Ahu. On n'a pas fini de mettre à jour les richesses de l'île de Pâques. Témoins ces découvertes toutes nouvelles, ces hommes nus, et nous allons les voir, ces oiseaux que l'archéologue Sergio Rapu a passés au talc humide pour souligner leurs contours stylisés. Ce talc blanc qui disparaîtra à la première pluie nous permet de mieux voir ces œuvres d'une très étonnante beauté. Regardez ces oiseaux. On m'a souvent demandé quel était le sexe des Moai. Mais devant ces mystérieux personnages, faut-il se poser la question? Il est pourtant troublant de constater que ces colosses terriblement masculins ont des seins et parfois des mains délicates, comme celles des danseuses thaïlandaises. Mais la découverte la plus spectaculaire, la plus incroyable, a été faite exactement ici, au pied des statues de la plage d'Anakena. C'est un œil, l'œil géant d'une statue. Cet œil est en corail blanc et l'iris est en lave rouge. Alors nous n'avons pas résisté au désir de rendre la vue à l'un de ces géants. Et pour ne pas risquer de détériorer l'œil original, nous l'avons fait reconstituer en double exemplaire. Et là, il est arrivé une chose extraordinaire. Toute la population de l'île était contre ce projet. Une sorte de terreur règne dans le village, comme si nous commettions un sacrilège. Alors nous avons respecté cette peur ancestrale, nous avons placé les yeux sur le géant, pris le film, puis tout retiré sans laisser aucune trace. Ce qu'aucun Pasquan d'aujourd'hui n'a jamais vu, vous allez le voir maintenant. Ce regard change totalement la personnalité des Moai, et cette découverte remet en question toute la signification ésotérique des statues de l'île de Pâques. On ne pourra plus citer Pierre Loti. Pierre Loti qui, en 1926, écrivait, je cite, « Point Dieu, rien que des cavités profondes sous le front, et cependant, ils ont l'air de regarder et de penser. » Et il est vrai d'ailleurs que certains de ces géants aveugles semblent non seulement penser, mais parfois même souffrir et pleurer. C'est dire que cette terre perdue dans les flots de l'hémisphère sud
n'a pas fini de nous fasciner. Souhaitons qu'elle garde encore longtemps sa beauté sculpturale, le sourire de ses habitants et les mystères de son passé. Quelles que soient les divinités qu'on y honorait, il a soufflé sur l'île de Pâques l'esprit des cathédrales. Alors que les géants impassibles continuent de veiller sur l'île comme s'ils voulaient nous transmettre un ultime message de sagesse. Car le destin fatal de l'île de Pâques n'est-il pas aussi à l'image de celui de notre civilisation? Une civilisation qui a vu certes les hommes fabriquer des ordinateurs, des satellites et marcher sur la Lune, mais aussi multiplier des armes surpuissantes qui pourraient bien un jour saccager notre planète et nous jeter face contre terre, comme les colosses de l'île du Silence. À moins que l'humanité ne renonce à ses folles entreprises, alors peut-être, comme les grandes statues relevées de l'île de Pâques, regardera-t-elle vers le ciel, où brillent dans la nuit comme autant d'espoir les étoiles.